Allez, on plonge tout de suite dans une enquête scientifique absolument fascinante, une histoire qui a commencé il y a plus d'un siècle. La question de départ, elle est simple, mais vertigineuse. C'était vraiment le mystère central pour les patients qui souffraient de ce qu'on appelait à l'époque la paralysie hystérique. Bon, aujourd'hui, on parle de troubles de conversion. Et c'est là qu'intervient Freud. En 1893, il avance une hypothèse qui, pour l'époque, est complètement folle. Il dit en gros que le problème, ce n'est pas une blessure physique, non, c'est une blessure à l'idée même du membre dans le cerveau, une sorte de bug conceptuel. Alors, avait-il raison? Pendant un siècle, ça restera une théorie, une sorte de saut mystérieux entre l'esprit et le corps. Mais aujourd'hui, on a des indices. Suivons la piste que les neurosciences modernes ont ouverte. Notre premier indice majeur et nous vient des années 30. On le doit aux travaux vraiment révolutionnaires d'un neurochirurgien, Wilder Penfield. Ce que Penfield a fait est incroyable. En stimulant directement le cerveau de ses patients, alors qu'ils étaient éveillés, il a pu identifier avec une précision folle quelle zone du cerveau contrôlait quelle partie du corps. Et il en a fait une carte. Et cette carte, on l'appelle l'homonculus. Et le truc, c'est que ça ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, à un corps humain proportionné. En fait, cette carte est basée sur l'importance fonctionnelle. Les mains et les lèvres, qui demandent une motricité très fine, sont gigantesques. Le torse, les jambes, beaucoup plus petits. C'est la preuve qu'on a bien une idée du corps dans le cerveau, une représentation qui est basée sur la perception, la fonction, bref, exactement ce que Freud avait pressenti. Ok, donc on a une carte mentale du corps, mais est-ce qu'elle est gravée dans le marbre? Ou est-ce qu'elle peut évoluer? Ça nous amène à notre deuxième indice, la fameuse plasticité cérébrale. Deux phénomènes assez étranges prouvent que cette carte est incroyablement malléable. D'abord, le membre fantôme. La carte cérébrale se réorganise de telle façon que si on touche la joue d'une personne amputée de la main, elle peut avoir la sensation qu'on touche sa main manquante. C'est fou. Et puis il y a l'illusion de la main en caoutchouc. Là, on montre qu'on peut carrément réécrire la carte en direct juste avec des infos visuelles et tactiles. Le point crucial à retenir, c'est que la conception que le cerveau a du corps n'est absolument pas statique. On avance. Passons maintenant à notre troisième et dernier indice en regardant comment les deux moitiés de notre cerveau, nos deux hémisphères, fonctionnent de manière très différente. Les études sur ce qu'on appelle les cerveaux scindés montrent une division du travail très claire. Pour faire simple, l'hémisphère gauche, c'est celui qui parle, qui analyse, qui nomme les choses. Et le droit, c'est celui qui ressent, l'intuitif, le conteur d'histoire. Et ce qui est fascinant, c'est que l'information qui passe par l'hémisphère droit, le cerveau émotionnel, a un impact bien plus puissant. C'est pour ça que l'anxiété d'un thérapeute, même si elle n'est pas dite, peut être ressentie très fort par le patient. L'hémisphère droit est toujours en alerte, il scanne en permanence. Bon, récapitulons. On a tous nos indices. Une carte mentale du corps, une carte qui peut changer, et un cerveau partagé entre le langage et l'émotion. Il est temps de connecter les points. Revenons un instant aux intuitions de départ de Freud, celles d'il y a plus d'un siècle. Il disait deux choses. Un problème fonctionnel peut exister sans cause physique, et notre carte mentale du corps est basée sur la perception. Il a donc théorisé qu'un choc, un traumatisme, un conflit émotionnel, bref, quelque chose traité par notre esprit non-verbal, pouvait venir altérer l'idée d'un membre, le déconnecter en quelque sorte, sans aucun dommage physique réel. Eh bien aujourd'hui, grâce à l'IRM fonctionnel, l'IRMF, on peut carrément voir ce saut mystérieux se produire en direct dans le cerveau. Chez les patients qui ont une paralysie de conversion, on voit très clairement que les zones liées à l'émotion et au contrôle de soi sont hyperactives et qu'elles viennent inhiber activement le cortex moteur. C'est littéralement le cerveau qui se met lui-même sur pause. La lésion de la conception de Freud, elle est bien réelle. Alors, qu'est-ce qu'on en tire aujourd'hui? Eh bien, ça valide complètement l'idée que le chemin de la guérison, pour certains mots, passe obligatoirement par notre cerveau émotionnel non-verbal. Ça nous rappelle de façon assez puissante que certains problèmes ne peuvent juste pas être résolus par la logique pure. Il faut d'abord les ressentir, les traiter émotionnellement. Il faut parler à l'hémisphère droit. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée un peu provocatrice. Si l'idée que notre esprit se fait de notre corps a le pouvoir de créer une paralysie, imaginez tout ce qu'elle peut créer d'autre. Le pouvoir de notre esprit sur notre corps est immense et encore largement mystérieux.